Chapitre 2. Sens. Hiver 1982. Alba, tendue, espère. La brume humide et froide, blanche et tangible, a envahi le quai, vide. Alex n'est pas là. Elle descend vers le passage souterrain qui la conduit à la gare. Les murs vétustes à l'orange sale, au carrelage décollé, le néon clignotant et grésillant, l'odeur écœurante de quelques fantômes piégés dans ce couloir de transition la dégoûte. Tout lui semble hostile, si loin de son monde d'ennui. Elle défie tous ces mondes-là. Elle se dépasse à chaque étape. Tout la submerge. Elle monte en hâte les escaliers pour atteindre le hall principal. Elle n'aura qu'à remonter la rue que longent les rails pour être chez lui, en lieu sûr. Elle va, le pas rapide. De l'autre côté de la porte principale en verre qui sépare la gare de la ville, elle le voit. Regard acéré et affectueux à la fois, visage légèrement émacié et cerné des fumeurs de hashish, cheveux noirs et courts, barbe naissante, lèvres à peine dessinées, fermées par un sourire esquissé, jambes fines et fermes ancrées dans le 501, blouson en cuir délavé sur ses épaules solides et douces. Et ce soir-là, un éclair dans ses yeux. Alba et Alex se serrent et se sentent. Ils s'étreignent et s'embrassent. Ils se reconnaissent et s'attirent. Hors d'eux, en eux. Ils sont un. Pour elle, sans peur ni solitude. Sur le chemin, il marche serré. Il a pris sa petite valise. Ils s'arrêtent, se hument, s'embrassent encore, sourient et poursuivent leur marche jusqu'à la prochaine absolue nécessité pour eux de faire corps et de s'arrêter encore. Ils sont ensemble et se manquent déjà. Dans l'appartement d'Alex, ils se cherchent. La vaste chambre mansardée est occupée par un grand matelas posé sur des palettes de bois. Les draps sont défaits. L'éclat de la lampe posée à même le sol est atténué d'un tissu ocre qui recouvre l'abat-jour. Seuls objets apparents en guise de descente de lit, un paquet de Lucky, sans filtre, des briquets, un cendrier débordant, Raël Varnhagen de Hannah Arendt, et un stylo feutre noir Montblanc à la pointe fine qui glisse pour annoter. Ils s'embrassent. Alex, attentif, l'entraîne. À genoux, l'un face à l'autre, ils s'effeuillent mutuellement. Chaque bout de peau découverte est célébré d'un regard reconnaissant. Les mots sont doux, sincères. Les gestes sont lents, maîtrisés chez lui, plus hésitants chez elle. Les mains glissent et leurs bouches se cherchent. Les corps s'attirent et se retrouvent longuement. Une partie de la nuit, Alex prend le temps d'aimer. Ils explorent ensemble, sans limite, sans barrière, en liberté. Et pourtant, malgré elle, un indicible la retient. Première résistance depuis qu'ils se sont retrouvés, après 2 ans d'absence. Il est tard. De la main gauche, il lui caresse le visage. Aimée, désirée, rassurée, elle veut se débarrasser de son adolescence comme on se déleste d'un fardeau. Alex n'est que prévenance ce soir. Il réalise qu'elle n'a certainement pas mangé. Il se lève, il aime cuisiner pour elle, la nourrir. Il n'a pas anticipé, mais il est créatif. Ses gestes sont lents, précis. Il cherche l'épice
qui relèvera son invention du moment, l'herbe déposée qui en fera une petite œuvre d'art pour le regard d'Alba, d'abord. Le théâtre de sa préparation, la cuisine, est un chantier qu'il laisse derrière lui. Il revient avec un plateau sur lequel chaque élément participe à une composition précise pour une parfaite harmonie. Il le dépose près d'elle, se roule un joint. En silence, assis, adossé, il l'observe. Seul, son avant-bras droit répète le même mouvement entre sa bouche de laquelle sort une fumée et sa cuisse sur laquelle il dépose sa main tendue, le joint entre son majeur et son index jauni. Dans ses yeux, beaucoup d'attachement, une attirance, de l'amour sans doute, et malgré tout, une retenue. Avec le même calme, Alba mange, tout en le regardant, nu, assis à même le tapis, contre la cloison en bois, à la tête du lit. Elle voudrait attraper ce peu qu'elle ne saisit pas chez lui, qu'elle prend pour un manque d'amour, ou peut-être déjà un désamour. Comment être digne d'amour? La question en héritage est déjà peut-être une autre faille insidieuse qui s'immisce dans leur histoire. Alex pousse le plateau sur le bord du lit. Il s'approche d'elle, son corps est froid contre le sien, chaud. Il passe son doigt sur sa bouche délicatement. Avec ses lèvres serrées, il se saisit d'une infime miette de pain restée à la commissure. Il continue à poser de petits baisers suspendus qui effleurent son visage, son cou. Réminiscence d'un autre temps pour elle, très jeune enfant. Un grand lit et son père qui tendrement déposait de semblables bisous sur ses bras, son front, ses petites mains. Chacun des gestes d'Alex est subtil, doux, gourmand. Très vite, son corps se réchauffe contre le sien. Il fait glisser lentement le bout de son sexe tendu sur une ligne imaginaire entre ses seins, sur son ventre, son clitoris et jusqu'à ses cuisses serrées. Longue et lente odyssée. Alex prend son temps, revient sans cesse sur le tracé, dans cet attouchement-là. Plusieurs fois, dans un va-et-vient subtil. Alba attend, ne bouge pas, ne fait aucun geste vers lui. Elle est à l'écoute du voyage d'Alex, suspendue à ce qu'il éveille en elle. Son sexe perle, s'ouvre, une chaleur se répand en elle et dans le bas de son ventre un serrement, non pas de terreur, mais de plaisir. La caresse, longue, lente, semble ne jamais vouloir cesser. Elle est aimante, sensuelle, tendre. Elle a dressé les parois transparentes et souples d'une bulle charnelle protectrice autour d'eux. Chacun est attentif à ne pas rompre d'un geste cet échange de leurs deux corps. Ils s'en nourrissent. Ils ont besoin de ce temps attaché à cette découverte. Ils ne sont pas frères et sœurs de sang, mais de sens. Alex aussi. Il aime Alba pour sa terre accueillante, généreuse, offerte. Il aime son âme pure et son amour absolu, qui le rendent bon. Il voudrait que ce moment-là dure encore, toujours, pour chasser ses démons. Alba a légèrement desserré les cuisses. Ses lèvres luisent. Alex s'attarde longuement, subtilement du clitoris à la fin de la fente mouillée. Ils cherchent à entr'ouvrir, demeurent à l'entrée. Ils ne veulent nulle précipitation. Il n'y a aucune urgence. Il jouit déjà à l'aimer ainsi depuis des heures. Ils se sont reconnus, avides, affamés, apaisés, sereins. Elle s'ouvre et il entre doucement, sans brusquerie, pour lui, sans crainte pour elle, au fond d'elle, peau contre peau. Dans un faible gémissement répété de vie fragile pour Alex, dans une complainte pour Alba, ils ne sont qu'un. Alba a joui.
sa confiance en lui est sans retenue. Sa passion, son attachement pour elle sont sincères. Ils s'endorment, l'un dans l'autre. Le dimanche matin, Alba se réveille tôt. Elle le regarde longuement, endormi. Elle aimerait partager le peu d'heures qu'il leur reste avant qu'elle reparte. La courte nuit, les joints enchaînés, exilent Alex dans une forme de léthargie. Alba trépigne. Elle se lève, enfile une de ses grandes chemises, allume une cigarette, pense vaguement qu'il faudrait qu'elle travaille, reporte ses devoirs aux heures du train qui l'attendent. Alors, elle explore le grand appartement qu'elle connaît par cœur. Elle aime errer d'une pièce à l'autre. Elle se sent grande. Elle pose son regard sur les traces de vie d'Alex. Travis, le héros de Taxi Driver, sur l'affiche punaisée au mur, une photographie de sa nièce, Tara, une table remplie de notes de cours d'une écriture noire, petite, serrée, légèrement inclinée, des livres partout, autour du lit, sur le bureau, sur la table du salon, sur les rares étagères, Malraux, Camus, Arendt, Nietzsche, Platon, et des exemplaires de la revue philosophique, Esprit. Parmi ces auteurs, elle ne connaît que Camus, pour avoir étudié L'étranger et la peste en classe de français. Malraux, elle a entendu parler de la condition humaine, et Alex l'a incité à le lire. Platon, ce sera pour l'année prochaine, en terminale, mais déjà, il lui a raconté l'allégorie de la caverne dans la République, cette histoire d'ombres imaginaires qui figure la théorie de Platon sur l'acquisition des connaissances. Lorsqu'ils sont seuls, qu'il lui parle d'auteurs, de livres, de lecture, il n'est jamais méprisant. Il prend son temps pour lui expliquer. Elle pose des questions, souvent pertinentes, mais elle se sent inférieure à lui. Trop jeune, trop ignorante, elle poursuit l'exploration, ramasse ici ou là un pantalon en boule, un cendrier plein, un blouson qu'elle pose sur un cintre, une tasse dont le fond de café séché laisse penser qu'elle a été abandonnée depuis plusieurs jours. En mettant ainsi de l'ordre, comme si cet antre était aussi un peu le sien, elle aperçoit une enveloppe venue des États-Unis, une écriture féminine. Elle sait que c'est Mahin, le premier amour d'Alex. Il ne s'en est pas vraiment détaché, il entretient un flou par sentimentalisme ou perversion. C'est avec elle qu'il est parti étudier à l'étranger il y a quelques années. Pour Alba, Mahin est un fantôme d'amour, sans visage, sans image, contre lequel elle ne peut rien. Mais nécessairement c'est une femme, une vraie, du même âge qu'Alex. Comment rivaliser ? Revient la question de sa légitimité. Elle devrait ne rien dire, ne rien réclamer, ne rien récriminer, mais c'est plus fort qu'elle, son besoin d'exclusivité. Elle donne tout, plus que tout, veut recevoir tout en échange. Elle lui laisse entrevoir le contraire, affiche, revendique une farouche volonté d'une relation libre entre eux. Elle voudrait en être capable, être à la hauteur de cette image forte et mûre. Elle lui ment, se trahit, les trahit. Elle repose l'enveloppe et va préparer le petit déjeuner, traversée par le doute. C'est à son tour de déposer le plateau aux côtés d'Alex endormi. Elle le dévisage, attend qu'il bouge un peu, l'embrasse légèrement sur le front. Il tend la main pour qu'elle vienne contre lui. Il se serre contre ses seins généreux, ses hanches douces et tendres. Ce matin-là, Alex lui parle de la pureté qu'il ressent à l'aimer. Il ne leur reste que quelques heures avant qu'elle reprenne son périple en sens inverse. Un familier conte à rebours qui la rend triste. Lui dit peu sur le sujet. Il partage ces quelques heures dans l'évidence espérée par Alba. L'errance a été longue, la nuit courte. Elle s'endort malgré le désir en elle de rester éveillée,
pour profiter pleinement de ces moments avec lui. Alex ne bouge pas pour la laisser s'enfoncer dans le sommeil. Il ne lui dit pas, il ne peut pas lui dire, il ne sait pas lui dire, mais il mesure tout ce qu'elle donne, ses élans, ses efforts pour leur histoire. C'est son énergie à elle, son apparente inébranlable foi en lui qui le nourrit. Il reçoit de cette jeune fille étrange, si jeune, si grande, ce qu'on lui a enlevé insidieusement au fil des années, un amour sans condition, absolu. Plus que cela, le regard d'Alba sur lui semble reconnaître intuitivement ses vérités enfouies. En toute inconscience, elle révèle et fissure les remparts qu'il a dressés, à chaque trahison depuis sa fin d'enfance. Il voudrait la protéger d'elle, de lui. Lui vient le souvenir d'un passage lu dans le mythe de Sisyphe. Il ne s'en souvient plus avec exactitude. Il bouge doucement, se saisit du livre, parcourt les morceaux de papier insérés comme des petits cailloux semés sur son chemin de lecteur pour mieux retrouver les passages importants. Au troisième, il tombe dessus. Un homme est toujours la proie de ses vérités. Dans l'après-midi, il l'accompagne à la gare. Le chemin du retour est triste. Sur le quai, Alba interroge. « J'ai vu une enveloppe qui venait d'Amérique, de Marine, je crois. » Alex se durcit, s'écarte d'elle et lui lance une violence froide, prête à exploser. « De quoi tu te mêles ?» Alba ne dit rien. Prise en faute d'ingérence et de faiblesse, il lui jette un sans-appel « Tire-toi !» Le train arrive à quai, elle monte, perdue. Il l'embrasse à peine de ses lèvres qui ne font qu'un filet de colère ou de tristesse. Le train part, tous deux restent seuls, séparés, blessés. Sur le chemin du retour, Alex s'arrête dans un bar pour oublier. À la fin de la première bouteille, il drague une fille sans histoire au comptoir. À la fin de la deuxième bouteille, éméchés, ils partent ensemble. Chez lui, il sent encore Alba. Il ne fait pas d'effort, se couche, saoul, sans doute, indifférent. Rien en lui ne peut répondre aux avances de la fille du bar. Le lendemain, il se réveille avec une gueule de bois. La fille est partie. Elle a laissé un mot. Les impuissants ne font pas partie de mon registre. Alex se recouche, coulé. Il se roule un joint, le fume. La lumière du jour lui fait mal aux yeux, à la tête. Il tire le drap sur son visage. Avant l'amnésie, il pense à la dernière lettre de Marine, le glas de ce véritable émoi, le premier amour. Il pense à Alba. Il aurait pu, dû la rassurer, lui dire la vérité. Il a l'intuition de louvoyer avec le danger, de jouer avec quelque chose de précieux, de fragile, qu'il n'a pas le droit d'abîmer. Alex se cache souvent derrière ses lectures. Il pourrait écrire en son nom, mais par peur ou perfectionnisme, il ne s'y risque pas. Il parle peu, mais pense beaucoup. Il traduit ses émotions par des citations, la réflexion d'un auteur lu, analysé. En cet instant, une phrase de l'homme révolté s'impose. Tout homme est un criminel qui s'ignore. Mais lui, il sait, il sent qu'il va inexorablement les entraîner vers l'ombre. 2 larmes coulent sur ses joues. Il s'abandonne et se rendort. La sonnette, stridente d'un doigt insistant, nerveux, le sort péniblement de sa comateuse torpeur. Le réveil est difficile. Torse nu, en caleçon, il se lève en bougonnant tout en se grattant les côtes. À peine a-t-il ouvert la porte que son copain Hassan s'engouffre chez lui en râlant. « Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu as vu l'heure ? Tu as raté les cours ?» Alex ne dit mot. Il cherche son paquet près du lit, allume une cigarette. Il regarde le désordre ambiant de sa chambre. Sur son bureau, il y a encore quelques traces de tentatives de réorganisation d'Alba avant que tout ne retourne au chaos. L'obscurité est déjà en train d'envahir la pièce.
Une journée d'esquive est passée, une de plus. Il est de mauvaise humeur avec Hassan, reflet d'une amitié fraternelle et fidèle, l'image de ses ratés. La liste s'allonge. Aujourd'hui, il n'a pas rendu le devoir pour lequel il a cependant effectué des recherches exhaustives qu'aucun autre étudiant n'avait menées. Sujet passionnant qu'il a traité méthodiquement et conçu dans sa tête, le plan, l'introduction, les articulations, la conclusion. Tout était limpide, il ne restait que la rédaction. C'est souvent ainsi avec Alex. Tenir dans la dernière ligne droite, ne pas abandonner si près du but, de la consécration, gravir les quelques derniers mètres après tant d'ambition et d'efforts, respecter le formalisme des délais, savoir poser un point final à ce qu'il entreprend. L'histoire se répète, tout va s'enchaîner, sanction d'un zéro, chute de sa moyenne de contrôle continu, rattrapage en septembre comme seul radeau, été en suspens. En cas d'échec, un de plus, une âpre négociation va commencer avec son père. Il devra le convaincre de continuer à payer. Comment supporter le mépris du rictus de sa bouche et sa méchanceté acide, humiliante, assénée en quelques flèches. Une rentrée sur deux marque un nouveau fiasco et creuse l'écart avec les nouveaux jeunes étudiants. Il est question d'amour-propre. Il sent comme le poids du regard inquisiteur celui qui juge, condamne. Il a tout, largement plus que la plupart. Il sait, seule son inertie lui inflige l'opprobre. Il se perd dans cette mascarade de trahison, de déception, chronique d'une médiocrité annoncée. Il s'enlise. « Tu fumes ?» Hassan le sort de son mutisme renfrogné. Il prend le joint et ne le lâche plus. Hassan poursuit. « Tu déconnes, Alex. Ta mère m'a appelé. Elle s'inquiète. Ton père crie sur toi et lui met la pression. Elle n'a plus d'arguments. Tu enchaînes les bobards, mais elle sait tout. Et la tension monte, ça va te retomber dessus, crois-moi. » Hassan, c'est sa conscience et son fournisseur. C'est son ami et sa perte. Alex ne répond pas. Il est tétanisé par ce qu'il entrevoit en un instant d'extrême lucidité. Sa propre future dérive. Il sort de cette vision de l'enfer comme d'une longue apnée, le souffle coupé. Il se lève d'un bond, ses gestes sont précis, efficaces, rapides. Il respire la survie. Il vide le cendrier, jette les cadavres de bouteilles du week-end, tire le drap sur le lit défait, ouvre la fenêtre sur un froid hivernal, range la lettre de Mahine dans le dossier des documents classés et s'enferme dans la salle de bain. Il reste des effluves de l'odeur d'Alba. Elle lui manque. Il jette un regard rapide dans le miroir. Il exècre le visage fatigué qu'il lui renvoie. Le teint blafard des cernes qui assombrissent son regard et de fines lignes au front qui annoncent déjà des rides. Ces signes précoces du renoncement le révoltent. Il n'a encore rien accompli de ses rêves. Son ego le dévore. Il pourrait donner un coup de poing rageur à cette image. Il ouvre brusquement le rideau de douche, fait couler l'eau et se perd dans les vapeurs brûlantes. Les gouttes se mêlent à ses larmes de faiblesse. Sa vie lui échappe. Après un long moment, Alex ferme l'eau, se saisit d'une serviette, se sèche avec une énergie revenue. Il campe devant le miroir et suit la buée qui brouille son image. Il se fait face, se reconnaît. Il ne s'aime pas. Hassan attend, patiemment. Alex va chercher des vêtements propres. Un caleçon Ralph Lauren, un polo rose pâle à manches longues Lacoste, des chaussettes écossaises Burlington assorties, le Levi's. Il porte une attention particulière à son apparence. Trop attaché à marquer sa différence, il s'applique à se détacher non pas du groupe, mais de ce qu'il perçoit comme un troupeau. Il est au-dessus de tout, donc des modes. Chaque détail est étudié avec naturel et une élégance discrète, innée. Instinctivement, Alex sort du lot.
Hassan observe, hésitant. Tout en lavant la vaisselle du brunch de la veille, il se prépare un café et sert 2 tasses fumantes. Sans un mot, les 2 amis baissent les yeux, absorbés. Ils s'aident de leur cuillère pour faire fondre le morceau de sucre que chacun a ajouté. On entend seulement le concert assourdissant dans ce silence de fer contre la céramique. Hassan propose. Alex refuse le morceau de hashish qu'il lui tend. Il veut conserver toute sa vivacité d'esprit. Il n'a pas envie du brouillard dans lequel il est plongé quand il consomme. Il est décidé à fuir un monde anesthésié, distant. Maintenant, il a choisi de rester en alerte, vivant. Hassan se lève, décontenancé. Il a compris qu'il ne se retrouverait pas ce soir dans cette complicité partagée de paradis facile. Il serre Alex dans ses bras. Avant de fermer la porte, il se ravise. Sur le palier, il sort de son sac une bouteille et lui dit gêné : « Mon frère, je te la laisse. » Alex s'en saisit, la regarde. Un bon cru. Il goûte la légèreté de l'ivresse et redoute la violence de l'enfer entrevu tout à l'heure. Il rend la bouteille à son meilleur ami, à la fois traître et ennemi. Seul, Alex est prêt à mener tous les combats contre lui-même. Il se prépare comme un lutteur s'apprête à pénétrer dans l'arène. Il va montrer ce dont il est capable. Il veut que l'on sache qui il est. Demain, il rendra son pensum. Il argumentera auprès de son professeur. Il saura le persuader de ne pas l'accabler d'une honte supplémentaire. Il ne voudrait pas encore une fois minimiser, se rater, par un petit arrangement avec sa conscience, trop intelligent pour manquer de lucidité, trop matois ou peut-être simplement trop gâté.